Et à mon avis, leur intérêt, c'est de continuer à soutenir l'Ukraine contre la Russie, parce qu'affaiblir la Russie, c'est le but stratégique des États-Unis dans ce conflit. Et leur attend, à votre avis? Non, non. En fait, ils ont pensé que avec les sanctions, avec les tentatives d'isolation de la Russie, qu'ils peuvent faire quelque chose, mais ça n'a pas marché. Finalement, les sanctions, ils tapent sur les pays qui ont entamé les sanctions contre la Russie. L'isolation, c'est pas le cas, parce qu'on a les relations avec tout le monde entier, sauf un petit morceau qui s'appelle l'Europe occidentale et les États-Unis et Canada. Bon, s'ils ne veulent pas, on s'en fout. Pour revenir à l'OTAN, Der Spiegel, un média allemand, a consulté le document confidentiel selon lequel l'Allemagne préparerait un effort logistique gigantesque qui vise à permettre le passage en quelques mois de 800 000 soldats de l'OTAN sur son territoire pour après en route pour défendre l'Europe de l'Est contre la Russie. On est Bon, s'avère, ce sont les vraies informations, parce que quand même Der Spiegel est un média assez important. Qu'est-ce que ça veut dire exactement en été 2024? Est-ce que c'est l'Allemagne qui voudrait prendre une revanche en quelque sorte sur sa défaite contre les Russes? Non, à mon avis, c'est des manœuvres à l'intérieur de l'OTAN, mais ça nous prouve encore une fois que l'OTAN, c'est pas un bloc défensif, parce que c'est ce qu'il dit Spiegel, c'est que les Allemands, ils revisent les routes afin qu'ils puissent faire passer l'armée sur les routes, sur l'infrastructure allemande, infrastructure routière. Cela veut dire quoi? Drac nach Osten numéro 2. Une fois, ils ont déjà essayé de faire ça en 1941. Et ça se terminait au Berlin en 1945. Donc j'espère que les Allemands ils vont pas répéter les mêmes fautes. Mais s'ils ont besoin de reviser les routes, à mon avis, c'est très bien. Nous, on n'a pas les routes ici en Russie préparées pour 800 000 soldats de l'OTAN. On a seulement quelques routes pour évacuer les soldats de l'OTAN tués en Ukraine. Et malheureusement, ça se passe chaque jour. Vous êtes en train de communiquer parler avec les dirigeants de l'OTAN? Non, on n'a pas des contacts avec l'OTAN depuis, en fait, 2014. Donc l'OTAN ne veut pas un dialogue avec la Russie, et donc tous les discussions, toutes les communications sur la sécurité européenne sont aujourd'hui interrompues. On verra bien après notre victoire en Ukraine, qu'est-ce que ça va donner au niveau de la sécurité européenne. C'est sûr qu'il y aura des nouvelles consultations et des nouvelles conditions de la sécurité européenne. Parce que la Russie, c'est le plus grand pays de l'Europe, je dis ça toujours pour que les gens n'oublient pas la géographie. Et le petit morceau de l'Europe qui s'appelle l'Europe occidentale ou l'Union européenne, il ne peut pas dicter sa volonté à n'importe quel pays, surtout à la Russie. Nous avons parlé du président Zelensky quand on s'est vu la dernière fois en novembre 2023. À l'époque, il ne s'agit pas du tout des négociations. On sait très bien qu'elles ont été sabotées en mars 2022 notamment. Après, il y a un mois, 2 mois, le fameux sommet pour la paix, mais sans la Russie. Et aujourd'hui, apparemment, Zelensky est prêt à négocier avec la Russie. Comment vous voyez cette future potentielle négociation? Parce qu'à un moment donné, ça doit arriver. D'abord, Zelensky et compagnie, ils ont voté la loi qui leur interdit toute négociation avec la Russie. Donc pour discuter de négociation, il faut en fait reviser cette décision du Parlement ukrainien. Deuxièmement, Zelensky est un président illégitime, son mandat est terminé, pour la Russie il ne représente pas le peuple ukrainien. Son rhétorique est compréhensible parce que même Boris Johnson qui
lui a donné l'ordre d'aller jusqu'au bout, faire la guerre contre la Russie au moment des négociations d'Istanbul. Même Johnson est allé voir Trump pour consulter à probable variant qu'est-ce qu'on peut proposer à les Russes pour terminer la guerre. Donc pour Zelensky, c'est le moment difficile parce que il ne s'appuyait pas sur le peuple ukrainien, mais il s'appuyait toujours sur le soutien américain et le soutien de l'Occident en général. Aujourd'hui, on voit que ce soutien n'est plus là, donc il est un peu dans l'air, et c'est pour ça que il commence à dire voilà, on peut pas, cette guerre est très difficile pour l'Ukraine. Évidemment, c'est très difficile. Il y a certains dirigeants européens qui voudraient améliorer et surtout accélérer ce processus de négociation, notamment Viktor Orban qui a fait toute une tournée en faveur de la paix. Est-ce que vous pensez que finalement les personnes comme ça, il y en a plusieurs, ils voudraient également contribuer à être avec la Russie pour négocier? Tout l'effort pour revenir à la diplomatie, c'est bien, mais nous, on doit d'abord attendre les buts de notre opération militaire spéciale. Deuxièmement, malheureusement, je dois constater que les leaders européens n'ont pas ni le mandat, ni la souveraineté pour négocier la paix du côté de l'Ukraine ou de la Russie. Même M. Orban, il a toujours fait son tournée pour donner de l'information à Donald Trump sur la situation et sur la position de la Russie, de la Chine et de l'Ukraine, pas plus. Donc à mon avis, c'est pas eux qui vont jouer un rôle dans le futur peut-être issu diplomatique du conflit. Que dites-vous à ces personnes-là? Elles sont nombreuses depuis 2 ans et demi, on les voit dans les médias mainstream, mais pas que, qui accusent la Russie systématiquement de crimes de guerre. Écoutez, pour l'instant, ils n'ont rien prouvé. Même les noms des victimes de soi-disant crimes à Boutcha, on ne les connaît pas. Et ils refusent à donner des noms des gens qui ont été tués à Boutcha. On ne sait pas par qui. Mais dans toutes les accusations des crimes de guerre, ça fait partie d'une campagne de propagande anti-russe qui aujourd'hui domine dans les médias occidentaux. On a le temps devant nous, donc peut-être dans 5 ans, dans 10 ans, ça va passer. C'est comme une maladie. On peut pas faire un traitement à un malade et discuter sérieusement. Il faut d'abord qu'il guérisse. Vous êtes d'accord avec le président Poutine qui a dit, je pense que c'était dans son interview avec Tucker Carlson, que finalement on vit, les Russes et les Ukrainiens vivent une vraie guerre civile? C'est pour la première fois peut-être qu'il a utilisé ce terme. Pour nous c'est une situation très difficile, mais c'est pas pour la première fois en Europe de l'Est que, par exemple, regardez le conflit entre les Serbes et les Croates dans les années 90. Quand l'Occident a accusé les Serbes qui sont mauvais et les Croates et les Bosniaques qui sont très bons. Et ils ont même ils ont construit le tribunal à La Haye. Donc il y en a plein d'exemples comme ça, des peuples qui sont très proches et qui font la guerre à cause de la participation de l'Occident. S'il n'y avait pas un soutien de l'Occident au régime ukrainien, il n'y aura pas cette guerre, il n'y aura pas des victimes, etc. Et ce n'est pas l'agression russe, comme on dit dans les médias, c'est l'agression de l'Occident qui a commencé avec le coup d'État à 2014. Pour nous, c'est comme ça. Et donc, nous sommes en train de terminer la situation, pas commencer. Donc, on espère que au moment quand on va atteindre les buts de l'opération spéciale, on aura la paix entre les Russes et les Ukrainiens. Et bien sûr, pour nous, c'est presque une guerre civile, oui. Est-ce que vous avez les chiffres en tête de tous ces Russes qui sont partis au début du conflit?